Il ne devait y avoir que nous. Juste nous deux, comme ça avait toujours été. Une soirée tranquille. Lumière tamisée. La faible odeur de poulet au sésame réchauffé emplissant notre modeste salon. J'ai même allumé des bougies. Pas celles qui sont parfumées. Juste des bougies blanches simples dans les chandeliers que nous avions eus en cadeau au mariage de sa sœur. Elle disait toujours qu'elle rendait le dîner plus intentionnel. J'ai pris cela à cœur. L'horloge a sonné 7 heures. Puis 7h15. Mon téléphone est resté silencieux. À 8 heures, les nouilles étaient collées. Les bougies goûtaient de la cire en petites flaques blanches. Et mon cœur avait commencé sa lente descente dans cette douleur creuse et familière. C'est alors que la porte d'entrée a cliqué. Lindsay est entrée, ses talons claquant sur le bois, une bouffée de parfum derrière elle. Quelque chose de floral, quelque chose de cher. Son maquillage était impeccable. Son rouge à lèvres n'avait pas bougé, et son sourire était désinvolte, un peu trop léger. « Oh » dit-elle, regardant autour d'elle comme si elle était entrée dans une pièce à laquelle elle ne s'attendait pas, c'était quelque chose de spécial aujourd'hui. Mon corps n'a pas bougé. Mon visage n'a pas bronché, mais quelque chose de très profond en moi s'est contracté, un point silencieux et enroulé. Je l'ai regardée se tenir là, dans cette robe vert foncé qu'elle ne mettait que lorsqu'elle voulait attirer l'attention. Et tout ce à quoi je pouvais penser était, elle a mis ça pour quelqu'un, mais pas pour moi. Je me suis penché et j'ai doucement éteint les bougies, une par une. Non, dis-je doucement. Rien d'important. Elle n'a même pas demandé ce qu'il y avait à dîner. Elle a simplement enlevé ses talons et a disparu dans la chambre, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. Je suis resté assis à table, ma fourchette intacte, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le silence qu'elle a laissé derrière elle. Mon cœur ne s'est pas brisé avec fracas. Il s'est simplement replié sur lui-même. Ce qui est drôle, c'est que vous pensez que la trahison ressemble toujours à du rouge à lèvres sur un col ou à un texto d'un étranger. Mais parfois, c'est juste une absence, un souvenir non honoré, un jour qui ne vaut plus la peine d'être rappelé. Pouvez-vous imaginer vous préparer pour quelque chose qui n'avait d'importance que pour vous? Je suppose que j'aurais dû le voir venir. Lindsay s'était éloignée depuis un moment, se retirant par incrément poli. Son sourire brillait encore lors des dîners. Son rire sonnait encore vrai entouré de ses amis. Mais à la maison, elle était ailleurs, comme un corps vivant à côté de moi, pas avec moi. Et moi, j'étais Andrew, 39 ans, chef de projet pour une petite entreprise de construction en périphérie de Tampa. Je construis les rêves des autres pendant que les miens prennent la poussière dans la chambre d'amis. Pas d'enfants, pas de disputes bruyantes, juste une lente érosion. Le genre qui ne crie pas, mais qui murmure jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. J'avais l'habitude de penser que si je tenais assez longtemps, elle retrouverait le chemin de nous, de moi. Mais assis là ce soir-là, regardant la cire durcir et la nourriture refroidir, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'était pas perdue. Elle était simplement ailleurs par choix. Et à partir de ce moment, j'ai su que ce n'était pas juste un autre rendez-vous oublié. C'était le début de quelque chose de complètement différent. Le lendemain matin, elle a ri. Lindsay beurrait des toasts comme si de rien n'était. Le bourdonnement du grille-pain, le tintement des tasses, tout cela ressemblait à une mauvaise bande-son d'un film où le mari est un idiot et ne le sait pas encore. Elle m'a regardé par-dessus son épaule. Le même sourire désinvolte sur ses lèvres. Je veux dire, allez. On est trop vieux pour les anniversaires, non? J'ai bu une gorgée de mon café sans lever les yeux. Amer, brûlé. Approprié. Je suppose que oui, ai-je marmonné, regardant les tourbillons de crème qui ne s'étaient pas tout à fait mélangés. Elle a gloussé comme si elle avait fait valoir un bon point, comme si elle me rendait service en gardant les choses légères, comme si la lente mort de l'intimité pouvait être masquée par le sarcasme et les toasts. Il fut un temps où j'aurais protesté, fait ma propre blague, essayé de la rencontrer à mi-chemin au nom de la diplomatie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver l'effort. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était pratiqué. Comme si nous avions répété ces matins tellement de fois que nous pouvions maintenant les traverser en somnambule, elle tapant sur son téléphone, moi regardant la vapeur monter de ma tasse. Deux personnes dans le même espace en orbite autour de planètes différentes. Elle m'a glissé le plat de toast. N'a pas attendu un merci. Ne m'a même pas regardé. Pouvez-vous imaginer être assis en face de quelqu'un qui s'illuminait autrefois juste à la vue de votre visage et qui maintenant ne vous voit même plus? Ce genre de vide est pire que les cris.
Crier signifie que quelque chose a encore de l'importance. Ça, c'était juste de l'entretien. Le chien a gratté à la porte arrière. Je me suis levé, les laissé sortir, je suis resté une seconde. La matinée en Arizona avait encore cette fraîcheur du désert. Pas assez pour avoir besoin d'une veste, mais assez pour vous rappeler que la chaleur peut s'estomper quand vous ne regardez pas. Je l'ai entendu rire de quelque chose sur son téléphone. Probablement un mème. Probablement envoyé par quelqu'un qui s'est souvenu de lui souhaiter un joyeux anniversaire. De retour à l'intérieur, elle a regardé l'horloge, croisant à peine mon regard. J'ai cet appel de stratégie à 10 heures. Tu peux t'occuper du dîner ce soir? J'ai hoché la tête. Bien sûr. Merci, chérie, a-t-elle ajouté. Le mot a atterri si légèrement qu'il aurait tout aussi bien pu être jeté dans le broyeur à ordures. Elle a embrassé l'air quelque part près de ma joue et a pris sa mallette d'ordinateur portable. Je l'ai regardée sortir par la porte comme si elle ne venait pas de passer sur les ruines d'un mariage. La porte s'est refermée avec un clic et j'étais de nouveau là, dans ce silence, ce parfait et bourdonnant rien. Il a rempli la cuisine comme un brouillard. Je suis resté là un moment, les mains appuyées sur le comptoir, laissant le calme enfoncer ses griffes. Il ne s'agissait pas d'une soirée, d'un dîner oublié. C'était un schéma qui se construisait depuis des années. Il m'avait juste fallu tout ce temps pour réaliser que je n'attendais pas qu'elle se souvienne de quelque chose. J'attendais que j'oublie enfin ce que c'était que d'être aimé. J'ai regardé autour de la cuisine. La lumière frappait sa chaise vide de la bonne manière. Froide et dorée. Et il m'est venu à l'esprit que c'était peut-être l'image la plus honnête de notre maison depuis longtemps. Ça a commencé avec l'excuse du ronflement. Inoffensif, facile à digérer. Chérie, je crois que je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit, en me brossant les dents, gardant un ton désinvolte. Tu donnais beaucoup de coups de pied et tu ronflais encore la nuit dernière. Lindsay n'a même pas scié. Elle a levé les yeux de son nettoyant dans le miroir et a hoché la tête. Bien sûr, tout ce qui peut t'aider à dormir. Pas de questions, pas de confusion, pas d'inquiétude. Cela en disait plus que ce que j'étais prêt à entendre. J'ai pris un oreiller et un vieux sweatshirt, et j'ai fait une migration silencieuse vers la pièce d'en face. Notre chambre d'amis était principalement utilisée pour les cousins de l'extérieur de la ville ou pour mon ami Evan quand il buvait trop de bière lors des soirées poker. Une étagère poussiéreuse, une lampe à l'interrupteur capricieux et un lit qui grinçait plus qu'il n'aurait dû. Mais cette nuit-là, je suis resté là à regarder le plafond comme si c'était la première page blanche que je voyais depuis des années. Et puis je me suis levé et j'ai commencé à écrire. Rien de formel, juste quelques pensées dans un vieux cahier que je n'avais pas touché depuis l'université. Des lignes sur la distance, sur le poids d'être invisible, sur la façon dont le silence peut s'étendre entre deux personnes comme un océan, même lorsque leurs pieds se touchent sous la table. Le stylo semblait lourd dans ma main au début, mais une fois que les mots ont commencé à sortir, ils ne se sont pas arrêtés. J'ai écrit jusqu'à ce que les lampadaires s'atténuent et que les derniers arroseurs du quartier s'éteignent. La nuit suivante, j'ai écrit davantage. Et la nuit d'après, une routine silencieuse s'est épanouie. Dîner, vaisselle, hochement de tête, clic de porte. Puis juste moi, le lit grinçant et un stylo qui continuait à trouver des vérités que je n'avais pas osé dire à voix haute. C'est drôle comme ce n'était pas la rage qui remplissait les pages. C'était de la clarté, une sorte d'inventaire de tout ce que j'avais avalé au fil des ans. Des regards manqués, des mots rejetés, de petits mépris qui semblaient autrefois trop petits pour importer, mais qui s'étaient accumulés comme des sédiments dans ma poitrine. Et ce qui a fait le plus mal, elle n'est pas venue me chercher. Pas une seule fois Lindsay n'a frappé à la porte de la chambre d'amis et demandé pourquoi j'y étais resté de nouveau. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'allais bien. Elle n'a même pas fait de blague sur mon moment dramatique de « caverne d'homme ». Elle m'a juste laissé partir. Et ça, plus que tout, m'a tout dit. Ce n'était pas un éloignement accidentel. C'était de l'abandon déguisé en routine. Pouvez-vous imaginer être si émotionnellement absent que le fait que votre partenaire quitte la chambre vous semble pratique? Les journaux se sont épaissis. J'ai commencé à plier ma douleur en métaphore, traçant de petits plans de la vie que je pensais que nous aurions et de celle que je vivais réellement. J'ai arrêté de regarder son côté du lit avant d'aller dormir. Avec le temps, j'ai complètement arrêté de regarder en arrière. C'était au milieu de la semaine, un mercredi peut-être, quand la lumière a changé.
J'étais dans la salle de pause du travail, faisant semblant de lire quelque chose sur mon téléphone en attendant que la machine à café arrête de gargouiller. Le bureau avait la même atmosphère que d'habitude. Des murs beiges, des lumières qui bourdonnaient, des sourires en papier. Le genre d'endroit où les gens survivent plus qu'ils ne vivent. C'est toujours un crime qu'ils appellent ça du café, a dit une voix familière derrière moi. Je me suis retourné et elle était là, Rachel Morgan. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, peut-être plus. Nous travaillions plus étroitement ensemble lorsque nous faisions tous les deux partie de l'initiative de développement durable il y a quelques années. À l'époque, elle était le genre de personne qui se souvenait du nom de votre chien et apportait sa propre tasse avec une lune en céramique fissurée sur le côté. Toujours chaleureuse, toujours à l'écoute. Maintenant, elle se tenait à quelques mètres, la même tasse lunaire à la main. « Rachel » ai-je dit, souriant pour la première fois depuis ce qui m'a semblé un siècle. « Je ne savais pas que tu étais encore là. » Toujours coincée dans la même jungle de feuilles de calcul, a-t-elle souri. « Tu as l'air fatigué. » Ça m'a pris par surprise. Non pas parce que c'était impoli. Ce n'était pas le cas, mais parce que c'était vrai. Et elle l'a dit avec délicatesse, comme quelqu'un qui n'essayait pas de le souligner, mais juste de me voir. « Ouais » ai-je dit, passant une main dans mes cheveux. Ça a été un de ces mois. Elle n'a pas insisté, elle est juste restée à côté de moi, laissant le silence flotter d'une manière qui n'était pas pesante pour une fois. « Tu écris toujours » a-t-elle demandé après un instant. Ça m'a glacé. J'écris. J'ai cligné des yeux. Tu avais l'habitude de griffonner dans ces carnets noirs. Quelque chose sur les métaphores de la construction et l'architecture émotionnelle, non? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu te souviens de ça? Je me souviens que tu as appelé le chagrin d'amour une fondation construite sur un sol meuble. Ça m'est resté. Et juste comme ça, quelque chose a changé. Une porte s'est ouverte. Peut-être pas en grand, mais assez pour sentir une brise. Nous avons déjeuné dehors ce jour-là, sur un muret de béton près du parking, des récipients en plastique à la main. Elle avait du quinoa et des légumes rôtis. Moi, un sandwich que j'ai à peine goûté parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter la façon dont elle décrivait un podcast sur le deuil qui l'avait fait pleurer. Ce n'était pas romantique. Pas du tout. Mais c'était humain, et ça me semblait révolutionnaire. Je ne lui ai pas tout raconté. Pas encore. Juste de petites choses comme le fait que j'avais déménagé dans la chambre d'amis et que j'avais recommencé à écrire. À quel point la maison était devenue silencieuse. Comment le silence n'était plus la paix. Elle ne s'est pas précipitée pour combler les vides. Elle a simplement écouté. Cette nuit-là, je me suis de nouveau couché dans la chambre d'amis. Mais cette fois, je n'ai pas écrit sur l'INSEE. J'ai écrit sur la brise. Sur la façon dont la voix de Rachel s'abaissait quand elle parlait de sa sœur. Sur la façon dont elle a dit mon nom comme s'il appartenait encore à quelqu'un. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti remarqué. Pas de manière grandiose et envahissante. Pas comme une romance de film ou un coup de foudre soudain, mais comme si quelqu'un avait vu les lignes de fatigue sur mon visage et n'avait pas détourné le regard. Ça m'a fait peur à quel point cela signifiait. Mais ça m'a aussi rappelé que j'étais toujours là-dedans, quelque part, sous le silence. Et peut-être, juste peut-être, je n'avais pas encore fini. C'est arrivé un mardi après-midi. Je m'en souviens parce que je revenais juste de l'épicerie, le genre de course pour laquelle je demandais autrefois à l'INSEE si elle voulait m'accompagner, mais que je n'avais pas faite depuis des mois. J'ai posé les sacs sur l'îlot de la cuisine, j'ai sorti des myrtilles hors de prix qu'elle aimait et je les ai mises au réfrigérateur par habitude. Quand je me suis retourné, elle était là, tenant mon téléphone. Pas avec colère, pas accusatrice, juste le tenant. J'ai vu la notification, a-t-elle dit, la voix légère mais tendue. Rachel, du travail. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que j'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais rien à cacher et que, pourtant, je ne voulais pas m'expliquer. Oui, ai-je dit calmement, en rangeant les œufs. Elle m'a envoyé un lien vers un podcast. Quelque chose dont nous avons parlé au déjeuner. L'INSEE a haussé un sourcil, mais sa bouche est restée une ligne ferme. Vous déjeunez ensemble maintenant? J'ai haussé légèrement les épaules. Parfois. Une pause. Puis sa voix est venue, aiguë, trop désinvolte pour être autre chose que forcée. C'est ta femme de bureau maintenant? Ce vieux sarcasme familier, celui qui sonnait autrefois enjoué,
me semblait maintenant une pierre lancée contre un mur déjà fissuré. Lindsay, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Rachel est une amie, une bonne amie. Et moi, je ne le suis pas, a-t-elle rétorqué. J'aurais pu répondre, j'aurais pu ouvrir la porte à une conversation qui aurait probablement dû avoir lieu il y a un an. Mais quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle était plus intéressée à défendre son territoire qu'à comprendre ma solitude, a fait que les mots se sont coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je me suis appuyé contre le comptoir, la voix basse mais ferme. Au moins, quelqu'un remarque que j'existe. Ça l'a arrêté net. Ses yeux ne se sont pas écarquillés. Elle n'a pas halté. Elle est juste restée là, comme si elle avait trébuché sur quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas de réponse toute prête. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-elle finalement dit. Tu as besoin que quelqu'un te flatte l'ego. Il n'y avait même pas de colère dans sa voix. C'était de la déviation. Comme si, en se moquant de la blessure, elle n'avait pas à regarder à quel point elle était profonde. Non, ai-je dit. J'avais besoin que quelqu'un voie que j'étais toujours là. Son visage s'est crispé. Une lueur de quelque chose d'humain sous tout ce contrôle étudié, mais elle est passée trop vite. Elle a posé mon téléphone sur le comptoir comme si c'était quelque chose de fragile qu'elle ne voulait plus toucher. Eh bien, a-t-elle marmonné, se tournant pour descendre le couloir. J'espère qu'elle aime tes ronflements. La porte de la chambre s'est refermée derrière elle. Pas claquée, juste fermée, doucement et définitivement. Et je suis resté là, l'écran du téléphone toujours allumé avec le message de Rachel. Cette partie m'a rappelé ce que tu as dit. J'espère que ta journée n'a pas été trop lourde. Rien de romantique, rien de mal, mais dans une maison affamée de gentillesse, même la simple chaleur semblait être de la contrebande. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé les veines du bois. Il y avait de légères égratignures datant de l'époque où nous jouions aux cartes le vendredi soir. Nous ne l'avions pas fait depuis près de 2 ans. C'est alors que j'ai réalisé à quel point la solitude ne vient pas toujours du fait d'être seul. Parfois, elle vient du fait d'être avec quelqu'un qui traite votre âme comme un bruit de fond. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de le lui expliquer. C'est étrange à quelle vitesse le silence peut devenir une routine. Au début, Lindsay le remplissait de questions, de petites questions. Tu veux quelque chose du magasin? As-tu vu la facture d'électricité? Tu dors bien là-dedans? J'ai répondu à chacune avec le moins de mots possible. Non. Oui. Bien. Avec le temps, elle a arrêté de demander. Je ne l'ai pas prévu comme ça. Je ne lui tournais pas le dos. Pas exactement. C'était juste plus facile, plus sûr. Comme si chaque mot que j'utilisais devenait un fil, et que je ne voulais plus tisser des tapisseries pour quelqu'un qui ne lèverait même pas les yeux pour les voir. La maison a commencé à prendre cette quiétude, pas paisible, lourde, comme si chaque pièce nous regardait nous éloigner davantage, mais qu'elle avait depuis longtemps renoncé à encourager l'un ou l'autre. Nous nous croisions dans la cuisine comme des collègues aux horaires différents. Le contact visuel est devenu facultatif. L'affection, éteinte. Même les repas ont perdu leur sens. Parfois elle cuisinait, parfois moi. Parfois, nous faisions simplement chauffer quelque chose séparément au micro-ondes et nous terminions la soirée. De temps en temps, je la surprenais à me regarder comme si elle voulait dire quelque chose. Mais elle ne le faisait jamais. Et moi non plus, car que restait-il à dire? J'avais déjà passé des années à lui tendre des petits morceaux de mon cœur, espérant qu'elle les remarquerait. Peut-être même qu'elle en tiendrait un avec délicatesse. Et chaque fois, il lui glissait simplement entre les doigts comme s'il n'était pas à elle. Le seul son qui remplissait encore la maison de manière fiable était le tic-tac de l'horloge murale, un cadeau de mariage de sa tante quand tout le monde croyait que nous étions solides. Elle faisait plus de tic-tac que je ne me souvenais. La nuit, dans la chambre d'amis, je pouvais l'entendre à travers le couloir. Une seconde à la fois, me rappelant que le temps ne s'arrête pas juste parce qu'on se sent coincé. J'écrivais toujours, mais pas tous les soirs. Certaines entrées n'étaient que quelques lignes, d'autres de longues divagations que je ne relisais jamais, mais elles étaient toutes plus silencieuses maintenant. Moins suppliantes, moins essayant de comprendre, plus observatrices. J'ai commencé à décrire notre maison comme si c'était un musée. J'ai écrit sur les photos que nous n'avons jamais mises à jour, les porte-manteaux qui tenaient des sacs pour des voyages que nous ne faisions plus, la table basse qui n'avait pas été nettoyée de ses taches de vernis à ongles depuis l'hiver.
J'ai même commencé à nommer les différents silences dans lesquels nous vivions. Il y avait le brouhaha matinal, quand nous nous déplacions tous les deux l'un autour de l'autre comme des fantômes, polis mais distants. Le fondu dans la cuisine, où nos pieds se rencontraient, mais jamais nos yeux. Et le statique du dimanche, celui qui arrivait quand nous nous asseyions dans la même pièce en regardant des écrans séparés, faisant semblant de ne pas remarquer le peu que nous partagions. Un soir, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée dans le salon avec une bouteille de vin et une vieille comédie romantique en sourdine. Elle ne m'a pas salué, elle a juste tapoté le siège à côté d'elle sans tourner la tête. Je me suis assis. Elle m'a servi un verre. Nous l'avons bu en silence et pourtant rien n'a été dit. Ce verre ressemblait à une offre de paix, mais pas une qui signifiait quelque chose. Juste un accord tacite. Ne nous disputons pas, tenons juste le coup. Mais tenir le coup n'est pas de l'amour. Tenir le coup, c'est ce qu'on fait quand le feu est éteint et qu'on fait tous les deux semblant que les cendres pourraient vous réchauffer. Quelques nuits plus tard, elle a laissé un post-it sur le réfrigérateur. J'ai une réunion tardive. Ne m'attends pas, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai jeté sans répondre. Pas par colère, juste comme ça. Parce que parfois ne pas répondre est plus bruyant que crier. Parce que parfois le silence dit tout. J'aurais dû savoir que quelque chose se préparait. La maison était trop calme depuis trop longtemps. Même l'air semblait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à une tempête. C'est arrivé tard un vendredi, le genre de soirée où les couples commandent habituellement des plats à emporter, partagent des blagues, peut-être s'endorment sur le canapé au milieu d'un film. Mais pas nous. Elle m'a acculé dans le couloir, juste devant la salle de bain, les cheveux encore humides de la douche, une serviette jetée sur son épaule. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, pas froid cette fois, mais chargé, agité. Nous devons parler, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une manière qu'elle ne voulait clairement pas. J'ai hoché la tête, m'appuyant contre le cadre de la porte. D'accord. Et puis c'est arrivé. Une mèche a été allumée. Sa bouche s'est ouverte et les mots ont jailli comme de l'eau brisant une digue. Tu as été distant, complètement fermé. Tu te promènes dans cette maison comme si j'étais une étrangère sur ton chemin. J'essaie de parler et tu me regardes à peine. Je te demande comment tu vas et je n'obtiens rien. Rien, Andrew. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai juste laissé continuer. Elle a fait quelques pas, ses pieds nus doux contre le bois. Sa voix s'est brisée. C'est isolement. C'est de l'abus, Andrew. C'est de la manipulation. Tu me punis en te retirant. Et je ne le mérite pas, j'ai cligné des yeux. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que quelque part dans sa voix se trouvait le son de quelqu'un essayant de réécrire le récit au milieu de la scène. C'est ce que tu penses que c'est, ai-je demandé à voix basse. Une punition ? Elle a croisé les bras fermement. Tu penses que rester silencieux est mature ? Comme si tu étais au-dessus de tout ça ? C'est cruel, Andrew. C'est sans cœur. Et voilà. Pas de réflexion, pas de regret, juste de la défense. De l'accusation enrobée de larmes. Je suis resté où j'étais, les bras ballants le long du corps, les yeux sur elle. Tu penses que je suis sans cœur, ai-je dit, la voix basse. Mais tout ce que j'ai fait, c'est copier ton scénario. Ça l'a fait tressaillir. Juste légèrement, mais suffisamment. Pendant des années, ai-je poursuivi, c'est moi qui ai demandé comment s'était passée ta journée, qui t'ai raconté la mienne, qui ai planifié des choses, qui ai initié des conversations, qui ai maintenu le fil vivant pendant que tu vivais simplement à côté de moi. Ce n'est pas juste, a-t-elle interrompu, secouant la tête. Tu réécris l'histoire. Non, ai-je dit doucement. Je m'en souviens simplement avec clarté. Elle s'est mordu la lèvre. Sa respiration était superficielle maintenant, sa poitrine se soulevant rapidement. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle murmuré. Alors pourquoi n'as-tu jamais remarqué que tu l'avais fait ? Ça l'a arrêté. Ses bras sont tombés. Ses épaules se sont un peu affaissées. Je suis passé à côté d'elle, descendant le couloir, et quand je suis arrivé au salon, je me suis retourné. C'est toi qui m'as appris le silence, ai-je dit, la voix toujours calme. J'ai juste, enfin, appris. Et puis je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télévision, non par dépit, non pour l'ignorer, mais parce que j'avais besoin du bruit blanc, de quelque chose, n'importe quoi, pour étouffer l'écho des années que j'avais passées à côté d'elle. Elle ne m'a pas suivi.
La maison a retenu son souffle pour le reste de la nuit. Et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé quelque chose. Elle avait enfin ressenti l'absence dans laquelle j'avais vécu pendant des années. Mais la différence? Je n'avais pas construit mon silence pour la blesser. Je l'avais construit pour lui survivre. Je suis rentré tard ce soir-là, plus tard que d'habitude, pas intentionnellement, juste retardé. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis dans la voiture un moment de plus que nécessaire, regardant la lumière du Porsche clignoter. Quelque chose dans l'air semblait différent. Étrange. À l'intérieur, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur. Elle m'a frappé avant que je ne la voie. Ail, beurre, romarin, toutes les odeurs réconfortantes, celles pour lesquelles nous nous disputions autrefois en plaisantant lorsque nous cuisinions ensemble, nous bousculant pour l'espace sur la cuisinière et volant des bouchées dans les assiettes de l'autre. Mais c'était il y a des années. Je suis entré et elle était là. Lindsay, debout dans la cuisine, portant la robe bleue, celle de notre premier anniversaire, celle qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Ses cheveux étaient coiffés. Son maquillage doux, pas dramatique, mais réfléchi, intentionnel. Et sur la table, il y avait le dîner. Un vrai dîner, pas des plats à emporter, pas des restes. Elle a regardé par-dessus son épaule quand je suis entré. « Salut », a-t-elle dit, offrant un sourire. J'ai pensé que, peut-être, nous pourrions dîner ensemble ce soir. Il n'y avait pas de sarcasme dans sa voix. Pas d'amertume, juste un espoir prudent. J'ai fait du poulet piccata, a-t-elle ajouté. Ton préféré, tu te souviens. Je suis resté immobile un moment, sans parler, juste en absorbant tout. La table dressée pour deux, des bougies allumées, pas de parfum cette fois, du vin respirant à côté des assiettes. Elle a tiré une chaise, me l'a indiqué doucement. Assieds-toi. J'ai marché lentement, j'ai regardé la nourriture. Ça sentait parfait. Doré, riche, chaud. Elle s'est assise en face de moi, essayant de ne pas jouer avec sa serviette. Ça ne répare rien, a-t-elle dit rapidement. Je sais, mais je voulais juste qu'on ait un moment qui ne ressemble pas à des étrangers dans notre propre maison. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. Je l'ai enfin regardée, et elle a vu sur mon visage, l'absence, pas la colère, pas le ressentiment, juste le détachement, une immobilité qu'aucune quantité d'ail ou de vin ne pouvait enlever. Merci, ai-je dit doucement. Ça a l'air très bon. Le soulagement a vacillé derrière ses yeux. Mais juste une seconde. Je n'ai plus faim, ai-je dit, et je le pensais. Ses épaules se sont affaissées, à peine. Elle n'a pas discuté, n'a pas insisté. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Il n'était pas tranchant cette fois, juste présent. Elle a regardé son assiette et a hoché la tête, remuant la nourriture avec sa fourchette. Tu avais l'habitude de t'illuminer quand je faisais ça, a-t-elle murmuré, presque comme si elle se parlait à elle-même. Tu avais l'habitude de te présenter à nos anniversaires, ai-je dit à voix basse. Nous avons tous les deux changé. Elle n'a pas pleuré. Pas cette fois. Peut-être qu'il ne lui restait plus de larmes. Ou peut-être que, au fond d'elle, elle savait que ce dîner n'était pas une question d'espoir. C'était un adieu déguisé en geste. Je me suis levé, j'ai passé ma main sur le bord de la chaise et je me suis retourné pour quitter la pièce. Merci pour l'effort, ai-je dit à voix basse, sans sarcasme. Vraiment. Et puis je suis allé dans la chambre d'amis, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai expiré le genre de souffle qui n'arrive qu'après avoir retenu quelque chose pendant trop longtemps. Derrière moi, j'ai entendu le léger tintement des couverts. Elle mangeait seule. Et, étrangement, je ne me suis pas senti cruel. Je me suis senti lucide, car certains repas ne sont pas pour la réconciliation. Certains ne sont que des éloges funèbres avec des assiettes chaudes. La date encerclée sur le calendrier du réfrigérateur est restée là pendant des semaines. Anniversaire, était écrit de l'écriture bouclée de Lindsay, avec un cœur dessiné qui ressemblait plus à une formalité qu'à de l'affection. Je n'ai rien dit à ce sujet. Ni quand elle a mentionné la nouvelle réservation de dîner. Ni quand elle a demandé quel genre de dessert je voudrais. Ni même quand elle a dit « on pourrait réessayer », non. Une nouvelle soirée. Elle essayait, à sa manière. Mais je ne lui rendais pas l'appareil, car essayer n'est pas la même chose qu'importer. Et importer n'est pas la même chose qu'aimer. À la place, j'ai réservé un chalet. 2 nuits. Nord de l'Arizona.
Air calme à l'ombre des pins et pas de réseau téléphonique. Juste une chambre, une cheminée et un sentier de randonnée qui promettait la solitude. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas laissé de notes manuscrites ni préparé un au revoir. J'ai fait mes bagages tôt le matin, avant que le soleil ne soit complètement levé sur les maisons. Elle dormait encore. Du moins, c'est ce que je supposais. Sa porte était fermée et le silence qui venait de l'intérieur était épais, comme si l'air avait renoncé à bouger. J'ai laissé la clé sur la table du couloir, j'ai mis ma veste et je suis parti. Pas de porte claquée, pas de bande-son dramatique, juste le frottement silencieux de mes chaussures sur le parquet et le son de ma respiration, régulière, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je n'ai vérifié mon téléphone qu'une fois que je me suis arrêté pour faire le plein à 1 heure de la ville. Pas de message, pas d'appel manqué. Elle aurait remarqué maintenant. J'en étais sûr. J'ai tapé le message. Simple. Final. Ce silence est plus agréable que ta voix ne l'a jamais été. J'ai fixé les mots pendant un long moment avant de les envoyer. Non pas pour être cruel, non pas par vengeance, juste la vérité. Une vérité que je ne pouvais pas lui dire en face sans rouvrir de vieilles blessures. De cette façon, elle pourrait le lire seule, comme j'ai vécu la plupart de notre mariage. Je n'ai pas attendu de réponse. La route serpentait à travers les collines et les arbres, et j'ai conduit jusqu'à ce que les tours de téléphonie s'estompent et que mon esprit commence à s'installer dans le son du néant. Le vrai néant. Pas celui que nous partagions à table. Pas celui qui s'asseyait entre deux personnes qui se sont autrefois souciées l'une de l'autre, mais la paix. Un espace propre et ininterrompu où mes pensées ne résonnaient pas avec jugement ou indifférence. Juste de l'espace. Dans le chalet, j'ai déballé lentement, j'ai posé mon journal sur la table de chevet, j'ai allumé le petit feu qui était fourni avec une boîte de bois d'allumage et une carte d'instruction plastifiée. Il a crépité, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des années, quelque chose en moi l'a fait aussi. Je me suis assis sur le petit porche qui donnait sur la forêt, une tasse de café noir à la main, pas de sucre, pas de crème, et j'ai respiré. Personne pour poser de questions, personne pour les éviter non plus, pas d'attente, pas de performance, juste moi. Pouvez-vous imaginer ce genre de quiétude où même les battements de votre cœur vous semblent à nouveau vous appartenir? Cette nuit-là, alors que le vent murmurait dans les pins et que les étoiles scintillaient fermement au-dessus du silence, j'ai écrit dans mon journal jusqu'à ce que l'encre bave sous mes doigts. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai écrit, non pas comme quelqu'un de laissé pour compte, mais comme quelqu'un qui était enfin parti. Le message est resté dans sa boîte de réception pendant des heures avant qu'elle ne réponde. Ce silence est meilleur que ta voix ne l'a jamais été. Elle l'a lu encore et encore, faisant défiler vers le haut pour voir si elle avait manqué quelque chose. Un indice contextuel, un ton adouci, mais il n'y avait rien, juste cette ligne, tranchante comme du verre. À midi, le restaurant a appelé pour confirmer la réservation. Elle a annulé. A dit qu'il y avait eu un changement de plan. Et puis elle s'est assise à la table de la cuisine, fixant son téléphone comme s'il contenait la clé de quelque chose qui lui appartenait autrefois. Le silence dans la maison n'était pas celui qui suit une dispute. C'était celui qui murmurait la finalité. Rideau tiré, scène vide. Elle a fait les 100 pas pendant des heures, a essayé de nettoyer, ce qui n'a fait que remuer des souvenirs, et de naviguer sur Internet, ce qui ne l'a mené qu'à l'inévitable, Rachel. Ce n'était pas la première fois que le nom flottait dans son esprit, mais cette fois il est resté, s'est installé comme un hameçon tirant sur ses entrailles. Rachel, avec ses messages gentils, ses rires doux au travail, l'attention soudaine qu'Andrew a recommencé à se porter. Elle a hésité avant d'appuyer sur « Appeler ». Rachel a répondu à la 3e sonnerie. « Salut, Lindsay ». Il y avait de la surprise dans sa voix. Pas de chaleur, pas de froideur, juste de la surprise. Lindsay a essayé de garder son ton désinvolte, répété. « Salut. Oui, désolé, c'est bizarre. Je voulais juste te demander quelque chose. » Une pause. Rachel ne l'a pas comblée. « Toi et Andrew, il se passe quelque chose entre vous deux, » a finalement demandé Lindsay. Sa voix a vacillé à mi-chemin, mais elle l'a forcé à sortir. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis la voix de Rachel est revenue. Froide, mais pas cruelle. « Lindsay, je pense que tu connais déjà la réponse. » « Non, je ne la connais pas, » a rétorqué Lindsay. Plus sèchement qu'elle ne le voulait. « J'ai vu les messages. Tu lui demandes comment il va.
Tu le rejoins pour le déjeuner. Tu lui envoies des liens sur le deuil. C'est tout très solidaire. Rachel a soupiré. Tu veux la vérité? Je pense que je la mérite. Un instant. Non, nous ne sommes pas ensemble, a dit Rachel catégoriquement. Je ne franchirai jamais cette ligne. Même pas après tout ça. Lindsay a cligné des yeux. Après tout ça? Une autre pause. Il avait besoin de quelqu'un, a dit Rachel, son ton changeant légèrement. Plus ferme maintenant. Quelqu'un pour le voir, pour écouter ce qu'il ne disait pas. C'est tout. Lindsay n'a pas répondu. Rachel a poursuivi, plus délibérément maintenant. Il n'est pas parti pour moi, Lindsay. Il est parti à cause de toi. Silence à nouveau. Il avait juste besoin de se sentir à nouveau vivant. Et ce n'est pas moi qui lui ai rappelé à quel point il se sentait mort à la maison. Ça l'a frappé comme une gifle. Pas de rage, mais de vérité. Lindsay a voulu riposter, mais les mots ne sont pas venus. Il n'y avait rien à accuser, rien à encadrer. Rachel n'a pas raccroché. Elle a simplement arrêté de parler. Lindsay a rompu le silence la première. Pourquoi te le dirait-il à toi, et pas à moi? La voix de Rachel était calme. Parce que tu n'as jamais demandé. L'appel s'est terminé là. Pas de clic, pas d'au revoir, juste ce léger bourdonnement de finalité pressant à travers le téléphone. Lindsay est restée assise à table longtemps après que l'écran se soit éteint. La cuisine sentait encore le romarin et le citron du dîner qu'elle avait préparé 2 soirs auparavant, mais maintenant ça sentait juste le rance. Elle a regardé autour de la maison, le canapé, la cheminée, le réfrigérateur avec son anniversaire barré. Tout ce qu'elle avait un jour partagé avec lui était encore là. Et pourtant, tout semblait complètement étranger, comme la vie de quelqu'un d'autre dans laquelle elle avait fait semblant de vivre. Et les mots de Rachel résonnaient dans son esprit, non invités, mais inamovibles. Il n'est pas parti pour moi. Il est parti à cause de toi. La vérité avait un écho étrange quand elle n'était pas la vôtre. Et soudain, le silence qu'il a laissé derrière lui ne semblait plus vide. Il semblait gagner. La maison était exactement comme je l'avais laissée, propre, silencieuse, intacte. J'ai utilisé les clés de rechange qui étaient encore cachées derrière la lumière du porche, même si je supposais qu'elle saurait que je viendrais aujourd'hui. Le calendrier l'avait marqué depuis janvier. Rendez-vous final. 10h divorce. Je me suis déplacé dans le salon comme un visiteur, comme quelqu'un qui traverse un souvenir, en prenant soin de ne pas déranger la poussière. Sa tasse était dans l'évier, à moitié rincée. Son manteau était jeté sur le bras du canapé. Les mêmes vieilles baskets près de la porte. La familiarité ne signifie pas l'appartenance. J'ai marché dans le couloir, chaque pas résonnant dans le vide entre ce qui était et ce qui ne sera plus jamais. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai posé l'enveloppe. Rien de dramatique, juste une pochette en papier craft scellée avec dignité. À l'intérieur, les papiers du divorce finalisés, propres et silencieux. Pas de tribunaux, pas de bataille, juste des signatures et du silence. Et sur le dessus de l'enveloppe, une carte, pas manuscrite, pas cette fois. Je l'avais imprimée dans le chalet, choisi les mots avec soin, délibérément. De l'encre noire sur du papier blanc, une phrase qu'elle ne pourrait pas interrompre. Tu m'as ignoré pendant des années. Ce silence est ton écho. C'est tout ce qu'elle disait. Pas de nom, pas de fioriture, pas de supplication. Je ne me suis pas attardé. Je n'ai pas frappé à sa porte ni attendu qu'elle sorte de la chambre. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une dernière conversation où elle pourrait essayer de rejeter la faute, où je finirais par porter son malaise comme mon fardeau. J'ai simplement tourné la poignée, je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Le clic final a sonné plus fort que n'importe quel claquement de porte ne pourrait jamais le faire. Dehors, le ciel était couvert, un gris doux qui correspondait au poids sur ma poitrine. Mais ce n'était plus de la peine. C'était du soulagement. Un genre de soulagement doux. Celui qui suit après avoir expiré quelque chose qu'on ne savait pas qu'on retenait depuis des années. En marchant vers la voiture, je n'ai pas regardé en arrière car je n'en avais pas besoin. Certains adieux n'ont pas besoin d'une scène dramatique ou d'un moment dans le rétroviseur. Certains adieux sont mieux livrés sans voix, juste avec le son de quelqu'un qui se choisit enfin lui-même. À l'intérieur, j'imagine qu'elle a vu la carte avant les papiers. Je l'imagine se tenant au-dessus, essayant de cligner des yeux pour en sortir le sens,
essayant de discuter avec quelque chose que personne n'écoutait plus. Mais ce qu'il y a avec le silence, c'est qu'une fois qu'il vous appartient, personne d'autre ne peut vous le prendre. Elle utilisait autrefois le silence comme une arme. Maintenant, elle apprendrait à le connaître comme une conséquence. Pas de la vengeance, juste un écho. J'ai démarré le moteur, j'ai tourné dans la rue que nous appelions autrefois notre maison et j'ai conduit. Pas de bande-son, pas de flashback, juste la route devant moi, ouverte, sans scénario. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais je savais ceci, mon histoire ne s'arrêtait pas là. Elle commençait ici, avec la décision d'arrêter d'attendre, d'arrêter de supplier, d'arrêter de désirer quelqu'un qui a confondu l'endurance avec l'amour. Alors, si vous regardez ça en vous demandant comment on en est arrivé là, en vous demandant si le silence dans lequel vous vivez est la paix ou une punition, demandez-vous quelque chose de simple. Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous entend? Et si la réponse est non, peut-être que le silence n'est pas le problème. Peut-être que c'est l'écho que vous avez appelé amour.